Bonjour tout le monde, et Azul. À ça, on va parler un petit peu de la politique, on peut dire d'une façon différente de ce qu'on entend dans la presse par exemple, ou bien à la télévision, parce qu'il va y avoir de la spontanéité avec un homme qui fait de la politique dans la réalité, donc la politique pour lui, c'est une affaire du quotidien. Donc je suis avec Ashur Idir. Pouvez-vous vous présenter, M. Ashur? Ben, c'est comme vous l'avez dit, c'est Ashur Idir, qui a mis ses premiers pas dans la politique à partir du mouvement culturel berbère à partir des années 85-86, exactement avec l'emprisonnement du chanteur kabyle Ait Minguellet en 85, où on est les siens. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à être dans l'exercice de la politique au quotidien et pour être sur le terrain de la justice sociale. Après ça, je me suis impliqué beaucoup dans le mouvement de 2001, des communément La Roche, or que malgré que moi j'étais dans ce qu'on appelle le mouvement du comité populaire de Béjaïa. Et à partir de 2003, c'était l'engagement syndical dans le secteur de l'éducation nationale pour me retrouver aujourd'hui le secrétaire général d'un syndicat qui s'appelle le Conseil des lycées d'Algérie et un militant d'un parti politique qui s'appelle le Parti socialiste des travailleurs. Donc, d'après votre profil, on ne peut pas discuter politique sans discuter de la justice sociale. Qu'est-ce que c'est que la justice sociale pour vous? C'est d'abord la politique, donc quand on discute de la justice sociale d'abord, on est en train de discuter de la politique. Parce qu'en fait, la politique, c'est tout ce qu'on fait quotidiennement. En fait, tout le monde fait de la politique, mais il y a ceux qui sont conscients qu'ils sont en train de faire de la politique et d'autres qui ne sont pas conscients de ça. Parce qu'en fait, c'est quoi la politique? C'est quand on se lève le matin, il n'y a pas d'eau dans le robinet, on va aller réclamer de l'eau à la mairie, ça s'appelle un acte politique. Quand il y a une coupure d'électricité le soir chez toi, c'est un problème politique. C'est-à-dire, moi je fais partie des gens qui disent que des problèmes politiques, c'est des problèmes de tout le monde, et des problèmes de tout le monde, c'est des problèmes politiques. Donc, et ensuite, tout dépend de l'engagement des individus, etc. Donc, il y a ceux qui sont dans l'engagement sincère et concret autour des questions du quotidien des citoyens. Et cet engagement ne peut pas fuir l'engagement de la justice sociale et qui rentre dans le cadre de la répartition juste des richesses existant au niveau d'un pays ou à l'échelle mondiale, c'est-à-dire en partant de l'échelle locale à l'échelle mondiale, parce qu'en fait le problème du monde aujourd'hui, il est au niveau de la quantité du travail qui est fourni par un ensemble de citoyens, qui produit une richesse à l'échelle mondiale, et où cette répartition de la richesse n'est pas bien faite par rapport à ce qu'ils produisent. Donc il y a ceux qui produisent de la richesse, il y a d'autres qui en profitent de la richesse donc produite. En quelque sorte, votre façon de faire de la politique, vous dénoncez les inégalités, soit au niveau national ou bien à l'échelle mondiale. Oui, parce qu'en fait, c'est l'ensemble des inégalités au niveau local qui crée ces inégalités à l'échelle mondiale. C'est-à-dire, tout est relatif dans le fond, mais le problème d'inégalité existe à l'échelle mondiale. Donc, pratiquement pour vous, il y a un système donc, bien orchestré, etc., qui est à l'échelle mondiale. Ce qu'on beaucoup disent, c'est de la mondialisation. Donc, cette mondialisation, un petit peu, elle touche aussi le local dans notre vie quotidienne. Donc, si on veut vraiment changer les choses, est-ce qu'il faut faire des petites révolutions au niveau local ou bien commencer au niveau national? Eh bien, en fait, la lutte, elle est permanente, donc ça doit se faire là où on se trouve, avant tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une révolution en dehors du milieu social, naturel où on vit. C'est là où on l'a fait. Mais c'est que tout le monde l'a fait dans son petit coin. Ce qui est intéressant aujourd'hui de conserver, c'est les liens entre l'ensemble de ces luttes pour lui donner un sens mondial. Donc, à mon sens, toutes les luttes qu'on mène en Algérie sont menées un peu partout dans le monde, même si d'une façon différente, mais autour du même problème, parce que c'est tous les petits coins, c'est tous les pays du monde qui vivent ce problème de mauvaise répartition des richesses. Donc, il y a ce qui domine aujourd'hui, parce que quand on parle de la mondialisation,
la mondialisation est le fruit de ce système actuel qui est engagé dans le sens de la mondialisation. Donc, en essayant de construire une sorte de classe dans le monde entier, donc une poignée d'hommes à l'échelle mondiale qui détient la majorité des richesses et qui la répartissent la misère à l'échelle mondiale. Quand je dis c'est relatif, c'est que il y a aussi une mauvaise répartition du produit et du développement technologique dans le monde. Il y a un certain monopole en quelque sorte sur la technique qui est en quelque sorte la domination du Nord par rapport à ce monopole. Donc il ne laisse pas cette technologie se développer dans les pays du Sud. C'est à peu près ça ce que vous dites? Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des êtres humains, c'est des scientifiques, etc., qui produisent des idées, qui produisent le développement. Eux, ils le font pour le développement de l'humanité, mais malheureusement, ce développement est monopolisé par un groupe. Effectivement, il y a les pays, ce qu'on appelle aujourd'hui les pays développés qui en profitent. Du Nord, c'est ça. Voilà, du Nord qui en profitent un peu plus de ce développement parce qu'ils en font un investissement. Et les pays du Sud n'en gagnent rien du tout, à part l'exploitation humaine de la Donc part on peut dire que la mondialisation, que beaucoup de gens en quelque sorte voient comme étant quelque chose de positif, elle se fait réellement sur le dos des travailleurs, surtout les travailleurs du Sud. Est-ce que vous êtes dans cette perspective? Oui, effectivement, moi je dirais qu'il se fait sur le dos des travailleurs à l'échelle mondiale. Mais ceux du Sud sont plus exploités par rapport à ceux du Nord, parce qu'en fait, ceux du Nord, ils en profitent quand même de ce développement technologique, même s'ils n'en profitent pas de la richesse, ils ont l'accès facile à ce développement technologique. Pas les gens du Sud. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Pour par exemple un paysan du Sud, il faut qu'il vende je ne sais pas combien de remorques de bananes pour qu'il achète un téléviseur. Donc on voit par exemple la technologie ou bien l'économie qui est basée sur le produit industriel, elle fait gagner beaucoup d'argent et beaucoup de richesses par rapport par exemple au Sud qui a orienté, on a forcé carrément à orienter son économie vers surtout l'agriculture. Donc on voit ce décalage entre par exemple le travailleur du Nord et le travailleur du Sud. À mon sens, à ce niveau-là, ça devient un problème qu'on peut appeler au niveau social un problème du pouvoir d'achat. Et au niveau économique, c'est qu'il y a deux logiques dans le système capitaliste ou dans la mondialisation d'aujourd'hui. C'est qu'il y a des pays qui sont dans une sorte d'économie de consommation et d'autres qui sont dans la logique d'économie de l'offre, de production. Donc c'est quand je dis les pays du Nord, on en profite même s'il y a des inégalités, ils en profitent parce qu'ils ont une surproduction. Donc leur problème aujourd'hui, il est au niveau des crédits. Donc on arrive à trouver des systèmes de financement, mais ils sont toujours dans la même logique de misère. C'est-à-dire quand je prends le salaire d'un Européen ou de quelqu'un du pays du Nord, son salaire est toujours insuffisant pour répondre à ses besoins mensuels, je veux dire. Mais ils ont trouvé l'astuce d'encourager la consommation par la logique du crédit. Donc aujourd'hui, ce qu'on remarque dans tous les pays du Nord, c'est que tous les citoyens du Nord vivent avec des crédits. Personne n'a une propriété propre à lui. Par contre, au niveau des pays du Sud, même ces logiques de financement, etc., ne sont pas encore développées. Et même l'existence de la production, de l'offre pour répondre aux besoins de ces gens-là est en manque. Donc, si tu veux, les pays du Sud vivent dans une certaine logique d'une double exploitation. Une exploitation de pays à pays, c'est que tout le pays est exploité sous la dominance des pays du Nord, et les citoyens, on paye doublement la facture. Celle de leur dictature au niveau local et celle de la dictature à l'échelle mondiale. Et cette façon de voir la politique, est-ce qu'on est obligé d'adhérer à un parti politique et de la faire d'une façon traditionnelle et institutionnelle pour la dénoncer et aussi pour faire quelque chose pour changer les choses? Ou bien il y a une autre façon de faire la politique? En fait, il y a toujours une façon de faire de la politique.
il faut que tous les citoyens prennent conscience qu'ils sont en train de faire de la politique quotidiennement. Deuxièmement, ils doivent prendre conscience que ce qu'ils font quotidiennement, doivent l'organiser. Ils doivent être en lien entre eux, autour des mêmes problèmes, des mêmes intérêts. C'est qu'on doit dépasser aujourd'hui, à mon sens, les logiques idéologiques de l'ancien temps des années 1800, début des années 1900. Il y a maintenant une autre manière de faire des organisations pour construire le rapport de force nécessaire qui nous permet de changer le monde. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a ceux qui adhèrent à la logique de la mondialisation telle qu'il se définit aujourd'hui. Il y a d'autres qui disent qu'un autre monde est possible. Mais un autre monde plus juste au niveau de la justice sociale, plus juste au niveau de la répartition des richesses à l'échelle mondiale, plus juste au niveau de la prise de pouvoir, plus juste au niveau qui dépasse le jeu électoral. Parce que même quand on fait de la politique aujourd'hui et on est dans le jeu électoral, fait déjà ce jeu est fait par ceux qui ont le pouvoir pour se maintenir au pouvoir. C'est que on ne peut pas parler de la fraude, par exemple, des élections en Algérie, sans parler de la fraude aux États-Unis, en France, etc. Parce que si c'est en Algérie, c'est le pouvoir en place qui décide des élections par le système de quotas, et bien aux États-Unis d'Amérique, les élections se décident en fonction de la somme d'argent qu'on a pour mener ta campagne. Se fait d'une autre façon aussi. Et se fait d'une autre façon cette corruption. Revenons aux élections parce que pratiquement on est dans l'ambiance de la pré-campagne électorale. On n'est pas officiellement entré dans la campagne électorale. Est-ce que vous voyez qu'il y a un engouement chez la population d'y aller vers des élections législatives, ou bien il y a une certaine réticence d'y aller? Ils sont un petit peu sceptiques parce qu'ils voient que le changement ne peut pas venir d'une chambre du Parlement comme celle qui existe aujourd'hui. Eh bien oui, moi je dirais que c'est la démocratie électorale qui a atteint ses limites. D'ailleurs, les taux de participation un peu partout dans le monde aux élections, quelle que soit leur nature, législatives, présidentielles ou municipales et locales, ou wilaya, préfectorales ailleurs, a perdu au niveau du taux de participation. Les meilleurs pays, on en font un peu presque 30% de taux de participation, où 70% de la population ne participe pas et n'y croit plus à cette logique électorale. Mais ce qui est malheureux, c'est que les gens ne sont pas dans une logique de boycott et de remise en cause, c'est-à-dire ils n'ont pas construit le rapport de force pour atteindre le boycott des élections et de l'exprimer. Ils sont dans de proposer surtout une alternative à ce qu'ils vivent quotidiennement. Ils sont dans une logique beaucoup plus d'abstention, pas de boycott. Donc pour vous, l'abstention passive, c'est pas une action politique productive? Je crois que l'abstention passive cache derrière elle la construction de cette logique de boycott actif. Mais je crois que ça demande un peu de temps pour que tous les gens qui font dans l'abstention vont s'exprimer un jour par le boycott et exprimer leur ras-le-bol à ce qu'ils vivent quotidiennement pour y aller de la logique de l'abstention vers le boycott. Et quand on est dans la conscience du boycott, je crois qu'on est dans la logique de la révolution. Et quand on est dans la logique de la révolution, c'est qu'on est dans la logique d'un autre monde est possible. Et en revenant, on reste dans les élections. Par rapport aux élections, il y a le PST, il a une liste au niveau, la seule liste, je crois, au niveau national, donc il va faire l'expérience des élections législatives au niveau de la wilaya. Est-ce que la présence du PST en tant que parti politique qui a pratiquement les idées qui ressemblent aux idées que vous venez d'exposer maintenant, est-ce qu'il peut ramener quelque chose de nouveau par rapport à ce qui existe comme discours au niveau du Parlement ou bien au niveau national? Eh bien là, je tiens d'abord... Au moins discours, là, je ne parle pas de changement, discours. Oui, c'est que nous, au fond, nous sommes pour la logique du boycott. Mais les conditions objectives ne sont pas réunies pour réussir le boycott. Et être dans l'abstention, pour nous, c'est une fuite en avant.
Donc nous considérons que les élections, ce n'est qu'une tribune d'expression, parce qu'au-delà de cette période électorale, toutes les portes seront fermées pour pouvoir exprimer et expliquer son projet de société à la population. Et avec tous les verrouillages politiques qu'ils ont fait et toutes les conditions pour y participer à ces élections sont difficiles, donc nous n'avons eu que les moyens d'avoir une liste à Béjaïa. Parce que vous savez, à Béjaïa, ou ailleurs dans toutes les villages, pour y participer, il faut ramasser un certain nombre de signatures, c'est-à-dire le parrainage des populations, pour que tu puisses participer à ces élections. Donc là où on a réussi à avoir le parrainage des populations, c'est la wilaya de Béjaïa. Et on a réussi à Béjaïa parce que c'est là qu'il y a des luttes quotidiennes. C'est là où il y a des espaces de liberté. Donc c'est là où on a aussi plus de présence en tant que militants dans les milieux ouvriers, c'est-à-dire là où il y a la lutte avec la population. On a réussi à avoir le double des signatures exigées à Béjaïa parce que les militants qu'on a à Béjaïa ont participé à la construction de tous les mouvements de lutte qui ont eu lieu à Béjaïa, et on est reconnu beaucoup plus comme des militants sur le terrain de la lutte sociale que sur le terrain médiatique, etc. Donc, on apparaît beaucoup plus sur ce terrain. Et on est présent sur ce terrain. Donc, l'objectif de la liste, c'est de pouvoir faire, à partir de Béjaïa, un message national. Voilà. Où on va expliquer notre projet de société, où on va expliquer c'est quoi le mal qu'on vit aujourd'hui et d'où il vient. Et comment en sortir de là. C'est que nous voulons dire aux gens, ce n'est pas notre député qui va changer les choses, mais les luttes qu'on va construire ensemble demain, qui vont nous permettre de faire un saut qualitatif pour changer les choses, que ce soit localement, que ce soit au niveau national, et avec des liens au niveau international. Si on parle, vous parlez d'une façon qualitative. Donc il va y avoir un discours différent du discours qui existe aujourd'hui. Mais sur le plan quantitatif, qu'est-ce qu'il peut faire un député ou deux députés au niveau d'une assemblée? Est-ce qu'il peut y avoir, il peut faire des pressions? Quel genre de pression il peut faire? Et est-ce qu'il peut mener des luttes et faire en quelque sorte présenter son discours à la population? Il va voir la population qu'il y a un autre discours que le discours qu'on a pratiquement qu'elle a ras-le-bol d'écouter depuis 62 pratiquement jusqu'à aujourd'hui. On discute de la même façon. Pratiquement tous les partis politiques sont tombés dans ce qu'on appelle la légitimité historique. Ils n'essayent pas d'avoir une certaine légitimité sociale et politique. Tout le monde fait référence à la révolution de 54, à des personnalités qui ont fait la révolution, mais personne ne fait référence à la population, à la société, et essayer de voir ce que la société veut vraiment. Donc vous, avec votre discours, je vois que vous êtes dans le terrain, sur le terrain, et vous voyez ce que la population veut, elle aspire vers quoi. Donc, est-ce que vous vous positionnez par rapport à ce discours qui fait référence à l'histoire? Et vous, est-ce que vous faites référence à l'histoire? Non. Effectivement, la particularité des élus PST, c'est qu'on a la chance d'en avoir, au maximum 12. Pourquoi pas au niveau de la wilaya de Béjaïa. La seule particularité par rapport aux autres élus d'autres partis, etc., c'est qu'il va essayer d'éclairer l'opinion publique sur tous les enjeux qui se passent au niveau de la deuxième chambre, au niveau de l'Assemblée populaire nationale. Donc, en éclairant la population, il va essayer de les mobiliser. Parce qu'on sait... De quelle façon vous pouvez faire ça? Par exemple, s'il y a un blocage au niveau, ou bien on discute au niveau du Parlement sur une question... c'est que l'avantage, il va expliquer l'enjeu et les dangers des lois qu'ils sont en train de voter. Par exemple, on avait des députés dans l'Assemblée actuelle, où on aurait dû, nous, députés, descendre avec le peuple pour contrecarrer la loi sur la retraite. Et ils seront présents dans tout le mouvement social et syndical qui a eu lieu. Et ils vont l'encourager avec tous les moyens qu'ils en ont. Ils vont donner plus d'explications par rapport à ça. Ils vont donner plus d'explications sur les secteurs qui ne consomment pas leur budget, qui vont au profit de la population. Ils vont expliquer
expliquer c'est quoi le danger d'une loi quand elle est votée à l'APN. Mais ils ne vont pas uniquement faire de la théorie et de l'explication, mais ils seront présents physiquement avec tous les mouvements sur le terrain et ils vont les construire sur le terrain. C'est ce travail de sensibilisation qui fera, à mon sens, la particularité et la différence des élus PST par rapport aux élus d'autres partis. Parce qu'on a vu leur expérience et à chaque fois qu'il y a des mouvements sociaux sur le terrain, on ne les voit pas sur le terrain avec nous. Est-ce que vous n'allez pas faire comme les autres députés, ils vont inviter à Alger, ils n'ont même pas une antenne au niveau local. Par exemple, aujourd'hui, on vient de passer par la décharge d'Aoukas. Il y a des problèmes, la décharge d'Aoukas et autres problèmes. Est-ce que, par exemple, le député peut mener des combats et des mobilisations pour dénoncer des choses qui se font au niveau local aussi? Parce qu'il ne faut pas oublier, le député a été élu par les locaux. Oui, oui, c'est par le peuple. Tous les élus se font par le peuple. Là, voilà. Mais ça, c'est pour vous dire que ça, c'est des luttes quotidiennes qu'elles font les militants du PST. C'est-à-dire, on n'attend pas d'avoir un député pour dénoncer ce qui se passe au niveau de la décharge d'Aoukas. Mais il peut ramener un plus. Voilà, il peut en ajouter avec son poids de statut de député. Faire transmettre la voix des gens d'Aoukas à des hautes instances. Mais nous, on ne compte pas sur les instances et sur le pouvoir en place pour régler le problème. Donc, on compte beaucoup plus sur les